La pluie tombait sans relâche sur les pavés luisants de Paris, transformant les rues en miroirs sombres qui reflétaient les néons clignotants des enseignes nocturnes. Il était près de 2 heures du matin quand Julien acheva sa dernière ronde dans l'immeuble haussmannien du 16e arrondissement où il travaillait comme concierge depuis 8 ans. Ses pas résonnaient dans le hall de marbre, rythmé et familier, tandis qu'il vérifiait une dernière fois que toutes les portes étaient bien verrouillées. À 35 ans, Julien Moreau avait cette prestance naturelle que donnent les années passées à porter des responsabilités silencieuses. Ses cheveux châtains foncés, toujours parfaitement coiffés malgré les longues journées de travail, encadraient un visage aux traits sculptés par la détermination et la solitude. Sa barbe de 3 jours lui donnait un air accessible, contrastant avec l'intensité de ses yeux noisettes qui semblaient toujours observer, analyser, protéger. Son uniforme bleu marine, impeccablement repassé, épousait sa silhouette athlétique forgée par des années de manutention et de vigilance constante. Le hall sentait encore faiblement l'encaustique et les fleurs fraîches qu'il avait disposées le matin dans les vases de cristal. Cette odeur familière l'apaisait toujours, lui rappelant que son travail, bien que souvent invisible, contribuait à maintenir un îlot de beauté et d'ordre dans le chaos urbain. Il éteignit les dernières lumières, ne gardant que l'éclairage de sécurité qui projetait des ombres douces sur les moulures dorées. C'est en sortant pour effectuer son tour extérieur qu'il la vit. Une silhouette fragile, recroquevillée sur le banc public en face de l'immeuble, sous le maigre abri d'un platane dont les branches dénudées n'offraient aucune protection contre l'averse. La pluie avait trempé ses vêtements, et même à distance, Julien pouvait voir qu'elle tremblait de froid. Son instinct protecteur, celui qui l'avait toujours poussé à ramasser les chats blessés ou à raccompagner les personnes âgées chez elle, s'éveilla immédiatement. Il traversa la rue sans hésiter, ses semelles résonnant sur l'asphalte mouillé. En s'approchant, il put distinguer les détails qui le troublèrent. C'était une jeune femme, probablement dans la fin de la vingtaine, aux cheveux blonds qui collaient à son visage pâle. Elle portait un manteau beige de qualité, visiblement coûteux, mais souillé par la boue et l'humidité. Ses chaussures, des escarpins de cuir fin, étaient totalement inadaptés à une nuit de pluie dans la rue. « Mademoiselle » appela-t-il doucement, s'arrêtant à une distance respectueuse pour ne pas l'effrayer. « Vous allez bien ?» Elle releva la tête lentement, et Julien fut frappé par l'expression de son regard. Ce n'était pas seulement de la fatigue, c'était quelque chose de plus profond, une lassitude qui semblait venir de l'âme. Ses yeux, d'un bleu délavé comme le ciel d'hiver, étaient cernés et rougis, mais ils conservaient une intelligence alerte qui contrastait avec sa vulnérabilité apparente. « Je vais bien », murmura-t-elle d'une voix cassée par le froid et l'épuisement. « Ne vous inquiétez pas pour moi. » Mais Julien ne pouvait pas simplement continuer sa route, pas quand il voyait cette détresse si évidente, pas quand chaque fibre de son être lui criait qu'elle avait besoin d'aide. Il s'approcha encore un peu, remarquant qu'elle serrait ses bras autour d'elle comme pour se protéger du monde entier. « Vous ne pouvez pas rester ici sous la pluie, » dit-il fermement mais avec douceur. « Il fait trop froid, vous allez tomber malade. Avez-vous un endroit où aller ?» Elle le dévisagea longuement, comme si elle jaugeait ses intentions. Il y avait dans son regard une méfiance instinctive qui suggérait qu'elle avait appris à ses dépens à ne faire confiance à personne. Pourtant, peut-être était-ce l'authenticité qu'elle percevait chez Julien, ou simplement l'épuisement qui affaiblissait ses défenses. Elle finit par hocher la tête presque imperceptiblement. « J'ai une adresse, » dit-elle, en fouillant dans la poche de son manteau avec des gestes tremblants. Elle en sortit un petit papier froissé et détrempé. « Mais je ne sais pas comment y aller. » Julien prit délicatement le papier, protégeant de ses mains l'encre qui menaçait de couler. L'adresse était dans le 14e arrondissement, pas très loin, mais suffisamment pour qu'un trajet à pied, sous cette pluie, soit impensable pour quelqu'un dans son état. « Venez, » dit-il en retirant sa veste pour la poser sur ses épaules. « Je vais vous y conduire, j'ai une voiture. » Elle hésita encore, et il put voir la lutte intérieure qui se jouait derrière ses yeux fatigués.
Finalement, peut-être poussée par le froid qui la faisait claquer des dents, elle se leva péniblement. Julien remarqua qu'elle chancelait légèrement, et il tendit instinctivement le bras pour la soutenir sans pour autant la brusquer. Le trajet jusqu'à sa petite Peugeot garée dans la rue adjacente se fit en silence. Il l'aida à s'installer côté passager, monta le chauffage au maximum et démarra sans poser de questions. Dans la lueur tamisée du tableau de bord, il pouvait l'observer à la dérobée. Elle avait fermé les yeux et appuyé sa tête contre la vitre, mais sa posture restait tendue, comme si elle était prête à bondir à tout moment. L'adresse les mena dans un quartier résidentiel calme, devant un petit immeuble des années 50. Lorsqu'ils arrivèrent, elle sembla désorientée, regardant autour d'elle comme si elle ne reconnaissait pas l'endroit. « C'est bien ici ?» demanda Julien avec précaution. « Oui, je crois », répondit-elle d'une voix incertaine. Elle fouilla dans son sac, puis dans ses poches, avant de laisser échapper un petit gémissement de frustration. « Je n'ai pas mes clés. » Julien observa l'immeuble. Aucune lumière n'était allumée, et il n'y avait pas de gardien visible. La situation devenait de plus en plus étrange, mais sa préoccupation pour le bien-être de cette femme l'emportait sur ses questions. « Écoutez, » dit-il après un moment d'hésitation, « je ne peux pas vous laisser ici dans cet état. Si vous n'avez nulle part où aller cette nuit, j'ai un petit appartement pas loin. Vous pourriez vous réchauffer, vous reposer, et demain matin nous trouverons une solution. » Elle le regarda avec une expression indéchiffrable, mélange de reconnaissance et d'appréhension. Puis, comme si elle n'avait plus la force de résister, elle acquiesça faiblement. L'appartement de Julien était modeste mais chaleureux, au 3e étage d'un immeuble du 11e arrondissement. Un 2 pièces propre et ordonné, avec des meubles simples mais de qualité, quelques livres sur les étagères et des photos encadrées de paysages qu'il avait pris lors de ses rares vacances. L'ensemble reflétait sa personnalité. Authentique, sans prétention, mais empreint d'une certaine mélancolie. Il l'installa dans le salon, lui apporta des serviettes et des vêtements secs, un de ses pulls et un pantalon de jogging qui serait trop grand pour elle, mais au moins chaud et propre. Pendant qu'elle se changeait dans la salle de bain, il prépara du thé et réchauffa une soupe qu'il avait dans le réfrigérateur. Quand elle ressortit, transformée par les vêtements secs et la chaleur, Julien fut frappé par sa beauté naturelle. Débarrassée du maquillage que la pluie avait fait couler, elle avait un visage d'une douceur presque enfantine, mais marqué par une tristesse profonde qui lui serrait le cœur. Elle but le thé à petites gorgées, ses mains encore tremblantes autour de la tasse chaude. Il respecta son silence, se contentant de rester assis en face d'elle, prêt à l'écouter si elle souhaitait parler, mais sans la presser. « Pourquoi faites-vous ça ?» finit-elle par demander, sa voix à peine audible. « Faire quoi ?»« M'aider. Vous ne me connaissez même pas. » Julien réfléchit un instant à sa réponse. Comment expliquer ce sentiment viscéral qui l'avait poussé vers elle ? Cette certitude qu'elle avait besoin de protection, cette reconnaissance instinctive d'une douleur qu'il connaissait lui-même. « Parfois, on reconnaît la solitude chez les autres, » dit-il simplement, « et on ne peut pas faire comme si on n'avait rien vu. » Elle le regarda longuement, et pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvé, quelque chose se détendit dans son expression. Pas un sourire, mais une acceptation, comme si ces mots avaient touché quelque chose de vrai en elle. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle. « Julien. Et vous ?» Elle hésita, et il eut l'impression qu'elle pesait le pour et le contre de cette révélation pourtant anodine. « Léa, dit-elle finalement, mais il sentit qu'il y avait quelque chose de pas tout à fait authentique dans sa réponse. Il n'insista pas. Chacun avait droit à ses secrets, et il respectait trop l'intimité des autres pour forcer les confidences. Il se contenta de hocher la tête et de lui montrer le canapé-lit qu'il avait préparé avec des draps propres et une couverture moelleuse. « Reposez-vous, dit-il. Demain, nous verrons plus clair. » Elle s'allongea avec un soupir de soulagement qui lui alla droit au cœur. En quelques minutes, épuisée par les émotions et le stress, elle sombra dans un sommeil profond. Julien resta un moment à la regarder,
frappé par sa fragilité et par l'étrange sentiment de protection qu'elle éveillait en lui. Puis, il éteignit les lumières et se retira dans sa chambre. Mais le sommeil fut long à venir, hanté par 1000 questions sur cette femme mystérieuse qu'il avait recueillie dans la nuit. Le lendemain matin, Julien se réveilla au premier rayon de soleil, filtrant à travers les rideaux de sa chambre. L'appartement était silencieux, mais une présence inhabituelle flottait dans l'air, mélange de parfums subtils et de mystère. Il se leva précautionneusement, enfilant un t-shirt et un jean, avant de se diriger vers le salon sur la pointe des pieds. Léa dormait encore profondément, recroquevillée sous la couverture qu'il lui avait donnée. Dans la lumière douce du matin, son visage avait retrouvé une sérénité troublante, comme si le sommeil avait effacé temporairement les traces de la détresse qu'il avait lue la veille dans ses yeux. Ses cheveux blonds, maintenant secs, encadraient ses traits délicats avec une élégance naturelle qui contrastait étrangement avec les vêtements simples qu'il lui avait prêtés. Julien prépara le café en silence, l'arôme familier se répandant dans la cuisine. C'était un rituel matinal qui l'apaisait toujours, ce moment de calme avant que la journée ne commence avec ses responsabilités et ses imprévus. Mais aujourd'hui, tout était différent. La présence de cette femme mystérieuse dans son salon bouleversait sa routine soigneusement orchestrée. Pendant qu'elle dormait, il en profita pour examiner discrètement les vêtements qu'elle avait laissés sécher sur le radiateur. Le manteau beige, maintenant qu'il était sec, révélait sa qualité exceptionnelle. La doublure en soie portait une étiquette de haute couture parisienne, le genre de pièce qui coûtait plus que son salaire mensuel. Les escarpins, malgré leur état pitoyable après la nuit sous la pluie, étaient visiblement des chaussures de luxe, fabriquées en Italie selon l'inscription gravée à l'intérieur. Un détail attira son attention. Une petite poche intérieure du manteau semblait contenir quelque chose. Il hésita longuement, tiraillé entre sa curiosité et le respect de l'intimité de Léa. Finalement, poussé par un pressentiment qu'il ne pouvait expliquer, il glissa délicatement sa main dans la poche. Ses doigts se refermèrent sur un petit objet froid et dur. Lorsqu'il le sortit, son souffle se coupa. C'était une bague, mais pas n'importe laquelle. Un solitaire d'une beauté éblouissante, monté sur une alliance en platine, avec un diamant si pur et si brillant qu'il captait la lumière matinale et la renvoyait en 1000 éclats. Julien n'avait pas besoin d'être expert en joaillerie pour comprendre que cette pièce valait une fortune. Il tourna la bague dans sa paume, remarquant une gravure à l'intérieur de l'anneau. Pour toujours, A. Cette découverte le troubla profondément. Qui était ce A? Et pourquoi Léa portait-elle une bague de fiançailles aussi somptueuse dans sa poche plutôt qu'à son doigt? Un léger mouvement dans le salon l'arracha à ses réflexions. Il remit rapidement la bague dans la poche du manteau et retourna à sa cuisine, feignant de s'occuper du petit déjeuner. Quelques minutes plus tard, Léa apparut sur le seuil, les cheveux ébouriffés, encore ensommeillés, mais visiblement plus reposés. « Bonjour, dit-elle d'une voix douce, presque timide. « J'espère que je ne vous ai pas dérangé. »« Pas du tout, » répondit Julien en lui tendant une tasse de café fumant. « Vous avez bien dormi ?» Elle acquiesça, acceptant la tasse avec reconnaissance. Ses gestes avaient une grâce naturelle qui trahissait une éducation privilégiée, une habitude des belles choses et des bonnes manières qui contrastait avec la détresse dans laquelle il l'avait trouvée. « Je vous dois des excuses, » commença-t-elle, fixant sa tasse. « Hier soir, je n'étais pas dans mon état normal. Vous avez été si généreux et je ne sais même pas comment vous remercier. » Julien s'assit en face d'elle, observant discrètement son visage. Il y avait dans ses expressions une complexité qu'il n'arrivait pas à déchiffrer, comme si chaque mot était pesé, chaque geste calculé pour ne rien révéler de trop intime. « Vous n'avez pas à vous excuser, » dit-il simplement. « Chacun traverse des moments difficiles. L'important, c'est que vous alliez mieux maintenant. » Un silence s'installa entre eux, pas désagréable, mais chargé de questions non posées. Julien repensait à la bague, à l'adresse incertaine de la veille, aux vêtements de luxe.
Tout cela ne collait pas avec l'image d'une femme perdue et démunie qu'elle avait donnée. Cette adresse, hier soir, finit-il par dire avec précaution, c'était vraiment chez vous? Léa se raidit imperceptiblement, et il vit passer dans ses yeux cette même méfiance instinctive qu'il avait remarquée la veille. C'est compliqué, répondit-elle évasivement. Disons que ce n'est plus vraiment chez moi. Cette réponse ne fit qu'aiguiser sa curiosité, mais il sentit qu'insister ne ferait que la braquer davantage. Au lieu de cela, il changea de sujet, lui proposant de prendre une douche et de s'installer plus confortablement. Elle accepta avec gratitude, et il en profita pour partir travailler, non sans lui laisser un double des clés et son numéro de téléphone. « Au cas où », dit-il simplement, et elle le remercia d'un regard qui en disait long sur sa reconnaissance. Durant sa journée de travail à l'immeuble, Julien ne parvenait pas à se concentrer sur ses tâches habituelles. Son esprit revenait constamment à Léa, à ses mystères, à cette impression persistante qu'elle lui cachait quelque chose d'important. Il se surprenait à repenser à sa propre solitude, à ses soirées passées seul dans son appartement, à lire ou à regarder la télévision, sans jamais personne avec qui partager ses pensées. Depuis son divorce, 5 ans plus tôt, Julien avait construit sa vie autour du travail et de la routine. Sa femme l'avait quitté pour un homme plus ambitieux, plus riche, lui reprochant son manque d'ambition et sa satisfaction de ce qu'elle appelait une vie médiocre. Cette trahison l'avait marqué profondément, lui enseignant la méfiance envers les promesses et les apparences. Il avait choisi depuis lors la sécurité de la solitude plutôt que le risque de nouveaux abandons. Mais la présence de Léa dans son appartement réveillait des sentiments qu'il croyait endormis. Pas seulement de l'attirance, bien qu'elle fût indéniablement belle, mais quelque chose de plus profond, une connexion qu'il n'arrivait pas à expliquer. Peut-être était-ce cette vulnérabilité qu'il avait perçue chez elle, cette fragilité cachée derrière une façade de contrôle qui faisait écho à ses propres blessures. L'après-midi tirait à sa fin quand Madame Dubois, une résidente de l'immeuble où il travaillait, vint le trouver dans sa loge avec une expression inquiète. « Julien, vous avez vu les nouvelles ?» dit-elle en agitant son journal. « C'est terrible, cette histoire. » Elle déplia le quotidien sur son bureau, pointant du doigt un article en première page. Le titre, en gros caractères, fit l'effet d'une gifle. Disparition mystérieuse, la fiancée du milliardaire Alexandre Bernard introuvable depuis 3 jours. Le sang de Julien se glaça quand il vit la photo qui accompagnait l'article. C'était Léa. Pas de doute possible. Le même visage délicat, les mêmes cheveux blonds, les mêmes yeux bleus qu'il avait contemplés le matin même dans sa cuisine. Mais sur cette photo, elle portait une robe de soirée somptueuse et souriait à l'objectif avec l'assurance d'une femme habituée aux projecteurs et au luxe. L'article détaillait les circonstances de sa disparition. Céleste Moreau, pas Léa donc, encore un mensonge, avait quitté la réception de fiançailles organisée dans l'hôtel particulier d'Alexandre Bernard, l'héritier d'un empire industriel, prétextant un malaise. Elle n'était jamais rentrée chez elle. Sa voiture avait été retrouvée abandonnée dans le bois de Boulogne, mais aucune trace d'elle depuis 3 jours. Les mains de Julien tremblaient légèrement en lisant les détails. Alexandre Bernard offrait une récompense considérable pour toute information permettant de la retrouver. La police enquêtait sur un possible enlèvement, mais n'excluait aucune piste. La famille de la jeune femme, décrite comme issue de la bourgeoisie bordelaise, était effondrée selon les termes du journaliste. « C'est affreux, n'est-ce pas ?» continua Madame Dubois. « Une si jolie fille et si jeune. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave. Ces milliardaires, ils attirent toutes sortes de dangers. » Julien acquiesça machinalement, mais son esprit tournait à toute vitesse. Céleste n'avait pas été enlevée, elle s'était enfuie. Mais pourquoi? Et pourquoi lui avoir donné un faux nom? L'inscription gravée dans la bague prenait maintenant tout son sens. Pour toujours, A. Alexandre Bernard. Il termina sa journée de travail dans un état de trouble profond. Une partie de lui était soulagée de savoir que Léa, Céleste, n'était pas en danger.
qu'elle avait simplement choisi de disparaître. Mais une autre partie se sentait trahie par tous ces mensonges, par cette manipulation inconsciente dont il avait été victime. Quand il rentra chez lui en fin de soirée, elle était encore là, assise sur son canapé, vêtue de ses vêtements à lui, mais quelque chose avait changé dans son attitude. Elle semblait plus tendue, plus alerte, comme si elle avait senti que les choses étaient en train de basculer. « Vous avez passé une bonne journée ?» demanda-t-elle avec un sourire forcé. « Instructive » répondit-il, en posant le journal sur la table basse, ouvert à la page de l'article. Le silence qui suivit fut assourdissant. Céleste fixa la photo d'elle-même, et Julien vit toutes ses défenses s'effondrer en quelques secondes. Ses épaules s'affaissèrent, son visage se décomposa, et elle porta ses mains à son visage dans un geste de désespoir total. « Vous savez, » dit-elle finalement d'une voix brisée. « Je sais, » confirma-t-il doucement. Elle releva la tête vers lui, les yeux brillants de larmes retenues, et il fut frappé par l'expression de panique pure qu'il y lut. « Vous allez me dénoncer, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Vous allez appeler la police, récupérer la récompense. Je ne peux pas vous en vouloir. C'est une somme énorme. » La douleur dans sa voix lui serra le cœur. Comment pouvait-elle penser qu'il était capable d'une telle trahison? Après tout ce qu'ils avaient partagé, cette nuit de protection mutuelle, ces moments de connexion silencieuse. « Céleste !» dit-il en s'asseyant près d'elle, assez proche pour la rassurer mais sans l'envahir. « Je ne vais rien faire de tout cela. Mais j'ai besoin de comprendre. Pourquoi avez-vous fui? Pourquoi tous ces mensonges ?» Elle le regarda longuement, cherchant dans ses yeux une confirmation de sa sincérité. Ce qu'elle y trouva sembla la convaincre, car ses épaules se détendirent légèrement. « Parce que je ne pouvais plus supporter cette vie, » dit-elle dans un souffle. « Parce que j'étouffais, et parce que pour la première fois depuis des années, hier soir sous la pluie, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a regardé comme une personne, pas comme un trophée. » Ces mots frappèrent Julien en plein cœur. Il comprenait cette sensation d'étouffement, cette impression d'être réduit à un rôle, à une fonction, sans que personne ne s'intéresse vraiment à ce qu'il y avait derrière. Sa propre expérience du mariage raté lui avait enseigné la douleur d'être aimé pour ce qu'on représente plutôt que pour ce qu'on est. « Racontez-moi », dit-il simplement. Et dans ces deux mots, il y avait une invitation à la confiance, une promesse de non-jugement, qui ouvrit enfin les vannes de son cœur. Céleste ferma les yeux un instant, comme pour rassembler le courage nécessaire à ces révélations. Quand elle les rouvrit, Julien y lut une détermination nouvelle, mêlée à une vulnérabilité qui lui alla droit au cœur. « Mon vrai nom est Céleste Moreau », commença-t-elle d'une voix plus assurée. « Et tout ce que dit cet article est vrai, à un détail près. Je ne suis pas une victime, je suis une fugitive. » Elle se leva, arpentant le petit salon de Julien comme une lionne en cage, ses pieds nus silencieux sur le parquet. La lumière douce de la lampe dessinait des ombres mouvantes sur son visage, accentuant l'intensité de son expression. « Alexandre Bernard, continua-t-elle, prononçant ce nom comme s'il lui brûlait la langue, n'est pas l'homme généreux et bienveillant que dépeignent les magazines. C'est un collectionneur. Un homme qui possède des entreprises, des œuvres d'art, des propriétés, et qui m'a choisi comme sa dernière acquisition. » Julien l'écoutait en silence, percevant dans chacun de ses mots la douleur accumulée de mois, peut-être d'années de souffrance contenue. Il comprenait maintenant pourquoi elle avait fui, pourquoi elle préférait la rue à son existence dorée. « Nos familles se connaissent depuis longtemps, » poursuivit-elle en s'arrêtant près de la fenêtre, regardant la rue où il l'avait trouvée la veille. « Mon père a des difficultés financières depuis quelques années. Alexandre lui a proposé un accord, un mariage qui sauverait l'entreprise familiale et lui donnerait, à lui, une épouse de bonne famille pour parfaire son image publique. » Sa voix se brisa légèrement sur ces derniers mots, et Julien dut résister à l'envie de se lever pour la prendre dans ses bras. Il sentait que ce moment de vérité était crucial, qu'elle avait besoin de tout dire pour pouvoir enfin respirer. « Au début, j'ai accepté, » admit-elle avec amertume. « J'étais jeune, naïve,
Je pensais que l'amour viendrait avec le temps, que je pourrais apprendre à être heureuse dans cette cage dorée. Mais Alexandre, il ne voulait pas une épouse, il voulait un trophée. Quelqu'un qui sourirait au bon moment, qui porterait les bonnes tenues, qui ne poserait jamais de questions dérangeantes. Elle se tourna vers lui, et Julien fut frappé par l'intensité de son regard. Il y avait là une force qu'il n'avait pas perçue la veille, une détermination qui avait dû coûter cher à révéler. « Il contrôlait tout », continua-t-elle, « mes sorties, mes amis, mes vêtements. Il avait des opinions sur tout ce que je faisais, disais ou pensais. Et quand j'essayais de résister, il me rappelait gentiment combien il avait investi dans notre relation, combien ma famille lui devait. » Julien comprenait maintenant pourquoi elle avait réagi avec tant de méfiance quand il lui avait proposé son aide. Après des mois passés dans un environnement où chaque geste de générosité cachait une forme de contrôle, elle avait appris à se méfier de toute main tendue. Le soir de la réception de fiançailles, reprit-elle en retournant s'asseoir près de lui, j'ai entendu Alexandre parler au téléphone avec son avocat. Il organisait déjà notre contrat de mariage, prévoyant des clauses qui m'auraient privé de tout droit en cas de divorce. Et puis il a ri, il a dit à son interlocuteur que j'étais un investissement à long terme, que dans quelques années, quand il se serait lassé, il pourrait facilement se débarrasser de moi. Ces mots résonnèrent dans le silence du salon comme une condamnation. Julien serra les poings, sentant monter en lui une colère sourde contre cet homme qui avait traité Céleste comme un objet qui avait brisé sa confiance en l'humanité. « C'est là que j'ai compris que je devais partir, » dit-elle d'une voix plus ferme. « Immédiatement. J'ai prétexté un malaise, je suis sorti, et au lieu de monter dans la voiture qu'Alexandre avait mise à ma disposition avec chauffeur, j'ai pris ma propre voiture. J'ai roulé sans destination, juste pour m'éloigner. Et puis, j'ai abandonné la voiture dans le bois de Boulogne et j'ai continué à pied, avec vos escarpins et votre robe de soirée, sous la pluie, » compléta Julien, comprenant enfin l'état dans lequel il l'avait trouvé. « J'avais besoin de me perdre complètement, » acquiesça-t-elle. « De devenir invisible. J'avais de l'argent liquide, quelques bijoux, mais je ne pouvais utiliser aucune carte bancaire, aucun moyen de paiement qu'Alexandre pourrait tracer. J'ai marché pendant des heures, cherchant un endroit où dormir, où réfléchir à la suite. Et vous avez fini sur ce banc, » dit doucement Julien. « Je n'en pouvais plus, » avoua-t-elle, les larmes aux yeux. « J'étais épuisé, j'avais froid, j'avais peur. Pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment libre, mais j'étais aussi complètement seul et perdu. » Un silence s'installa entre eux, chargé de tout ce qui venait d'être révélé. Julien digérait ces informations, comprenant mieux la complexité de la situation. Ce n'était pas une simple fugue romantique, c'était un acte de désespoir, une fuite vers une liberté qu'elle ne savait même pas comment gérer. « Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant ?» demanda-t-il finalement. « Je ne sais pas, » répondit-elle avec une sincérité désarmante. « Je n'ai jamais eu à prendre de vraies décisions dans ma vie. Mes parents choisissaient de pour moi, puis Alexandre a pris le relais. Je ne sais même pas qui je suis vraiment quand personne ne me dit qui je dois être. » Cette confession toucha Julien plus profondément qu'il ne l'aurait cru possible. Il reconnaissait dans les paroles de Céleste l'écho de ses propres questionnements après son divorce, cette période où il avait dû redéfinir son identité en dehors du couple qu'il avait formé. « Vous savez ce qui m'a frappé hier soir ?» dit-il en la regardant dans les yeux. « C'est que malgré votre détresse, malgré votre peur, vous aviez une dignité, une force intérieure que rien ne pouvait entamer. Cette personne-là, c'est vous. Pas la fiancée d'Alexandre Bernard, pas la fille obéissante de vos parents. Vous. » Céleste le regarda avec une expression de reconnaissance si intense qu'elle lui coupa le souffle. C'était peut-être la première fois qu'on lui renvoyait une image d'elle-même qui ne soit pas définie par sa relation aux autres, par ses obligations ou ses appartenances. « Mais Alexandre va me chercher, » dit-elle d'une voix inquiète. « Il a des moyens considérables, des contacts partout. Et ma famille, ils vont être détruits financièrement si je ne reviens pas.
Est-ce que c'est votre responsabilité? Demanda doucement Julien. Est-ce que votre bonheur doit être sacrifié pour sauver une entreprise que vous n'avez pas gérée? Cette question sembla la surprendre. Elle n'avait visiblement jamais envisagé les choses sous cet angle, élevée qu'elle avait été dans l'idée que le bien de la famille passait avant ses désirs personnels. Elle hésita. Je ne sais pas. Je n'ai jamais pensé que j'avais le droit de choisir. Vous l'avez, affirma Julien avec conviction. Vous l'avez pris en sortant de cette réception, en marchant sous la pluie, en refusant de retourner dans cette cage. Le plus dur, c'est fait. Ils passèrent le reste de la soirée à parler, à explorer les options qui s'offraient à elle. Julien ne cherchait pas à influencer ses décisions, mais il l'aidait à clarifier ses pensées, à distinguer ses propres désirs des attentes qu'on avait projetées sur elle depuis l'enfance. Au fil des heures, il découvrait une femme intelligente, sensible, dotée d'un humour subtil qu'elle n'avait jamais eu l'occasion d'exprimer. Elle lui parlait de ses rêves d'adolescente, devenir architecte, voyager, créer quelque chose de ses propres mains, des rêves qu'elle avait abandonnés pour se conformer au rôle qu'on attendait d'elle. « J'ai de l'argent », finit-elle par dire. « Pas énormément, mais assez pour recommencer ailleurs. Je pourrais reprendre mes études, apprendre un métier, construire une vie qui soit vraiment la mienne. »« Où iriez-vous » demanda Julien, essayant de garder un ton neutre malgré le pincement qu'il sentait dans son cœur. « Loin, » répondit-elle. « Peut-être à l'étranger. Quelque part où Alexandre ne penserait jamais à me chercher. » L'idée de la voir partir lui était douloureuse, mais il savait que c'était probablement la seule solution pour qu'elle puisse vraiment se reconstruire. Elle avait besoin de distance, de temps, d'anonymat pour découvrir qui elle était vraiment. « Et vous » demanda-t-elle soudain. « Qu'est-ce qui vous retient ici ?» Cette question le prit au dépourvu. Qu'est-ce qui le retenait effectivement? Son travail? Sa routine? La peur de l'inconnu? Pour la première fois depuis longtemps, il se demanda s'il n'était pas lui aussi dans une forme de cage plus confortable que celle de Céleste, mais une cage néanmoins. « L'habitude, je suppose, » répondit-il honnêtement. « Et la peur de recommencer. »« Mais si vous n'aviez pas peur, » insista-t-elle. Il réfléchit longuement à cette question. Sans la peur, que ferait-il? Il avait toujours eu envie de voyager, de découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Il avait des économies, pas énormes, mais suffisantes pour se permettre une pause dans sa vie ordonnée. « Je partirai peut-être aussi, » admit-il finalement. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose passa entre eux, une compréhension mutuelle, une reconnaissance de leur solitude parallèle. Mais ils savaient, tous les deux, que le moment n'était pas encore venu pour eux de prendre des décisions communes. Céleste avait besoin de se retrouver seule avant de pouvoir s'engager avec qui que ce soit. Le lendemain matin arriva trop vite. Céleste avait pris sa décision pendant la nuit. Elle partirait pour l'Espagne, où elle avait de lointains cousins qui pourraient l'héberger le temps qu'elle s'organise. Elle changerait de nom, recommencerait ses études d'architecture, construirait patiemment sa nouvelle identité. Julien l'accompagna à la gare, portant le petit sac qu'ils avaient acheté pour ses affaires. Elle avait remis ses propres vêtements, mais elle avait gardé son pull, celui dans lequel elle avait dormi cette première nuit. « Pour me rappeler » dit-elle simplement quand il fit mine de protester. Sur le quai, avant qu'elle ne monte dans le train, elle se tourna vers lui une dernière fois. « Julien, » dit-elle d'une voix émue, « vous m'avez sauvé la vie, pas seulement en me réchauffant ou en me donnant un toit. Vous m'avez rappelé que j'existais en tant que personne. » Elle sortit de sa poche un petit morceau de papier plié. « Ne l'ouvrez qu'après le départ du train, » dit-elle en le lui glissant dans la main. Ils s'embrassèrent, un baiser doux et chargé de tous les possibles qu'ils n'exploreraient pas, du moins pas maintenant. Puis elle monta dans le wagon et il la regarda s'éloigner à travers la vitre, belle et déterminée, enfin libre de choisir sa direction. Une fois le train disparu, Julien déplia le papier. L'écriture de Céleste était élégante, précise. « Tu es le seul à m'avoir vu comme une personne.
Un jour, quand j'aurai appris qui je suis vraiment, je reviendrai peut-être. En attendant, n'oublie pas de vivre ta propre vie. Tu le mérites plus que tu ne le crois. Avec toute ma gratitude et mon affection, Céleste. Au bas du papier, elle avait ajouté une adresse en Espagne et une simple phrase « Si tu as envie de voyager ». Julien resta longtemps sur le quai désert, le petit mot serré dans sa main. Puis, il sortit son téléphone et appela son responsable pour demander un congé sans solde. Pour la première fois depuis des années, il allait prendre un risque, changer sa routine, peut-être même changer de vie. 6 mois plus tard, il recevrait une carte postale de Barcelone, une photo de la Sagrada Familia avec, au dos, quelques mots. « J'étudie l'architecture. Je suis heureuse. Et toi ?» Il lui répondrait par une carte de Prague où il voyageait depuis 3 mois, découvrant le monde et redécouvrant lui-même. Et peut-être qu'un jour, leurs chemins se croiseraient à nouveau. Mais cette fois, ils se rencontreraient vraiment, libérés tous les deux de leurs cages respectives, prêts à construire ensemble, plutôt qu'à se sauver mutuellement. En rentrant chez lui ce soir-là, Julien regardait son appartement avec des yeux nouveaux. Ce n'était plus un refuge, c'était un point de départ. Et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir lui semblait rempli de possibilités infinies.